Bienvenue à tous sur cette conférence live Commit Apitech et nous allons démarrer tout de suite avec le mot d'accueil de Céline et Florian. Bienvenue, merci, à vous la parole, vous êtes en direct sur Internet. Salut Internet, bienvenue à Paris La Défense. Ici vous êtes dans les locaux donc, de l'établissement public d'aménagement qui a été créé en 2018, qui est issu de la fusion de Facto et de l'EPADESA, qui s'occupait d'un côté de l'aménagement et de l'autre côté de la gestion du quartier d'affaires de Paris La Défense. Un modèle qui aujourd'hui, vu la situation sanitaire et de crise, fait un peu peur, mais en tout cas on a depuis longtemps une vraie volonté d'avancer sur les sujets de QVT qui est vraiment tournée vers les salariés. Aujourd'hui, à Paris La Défense, le quartier accueille à peu près 180 000 salariés par jour. Donc il y a vraiment des grands enjeux qui ne peuvent exister nulle part ailleurs. Dans ce sens-là, Paris La Défense, c'est deux choses. C'est d'abord un quartier d'affaires qui est géré par l'établissement public, mais c'est aussi un établissement qui a des enjeux lui-même de QVT. Moi, je vais vous parler plutôt des enjeux territoriaux, on va dire. Sur ces 180 000 salariés, on a une grande chance ici à Paris La Défense, c'est que c'est principalement des grandes entreprises qui ont des capacités d'investissement, qui ont la capacité d'avoir des équipes qui vont s'occuper des sujets de QVT. Et donc nous, on a vraiment à cœur d'accompagner ces gens-là. La crise qu'on vient de vivre, elle est assez intéressante dans le sens où on a eu vraiment des vrais échanges avec toutes les entreprises qui sont là. Alors ici, on a vraiment des boîtes du CAC 40 qui ont plusieurs dizaines de milliers d'entreprises dans le monde, et c'était intéressant de voir qu'un lieu comme celui-ci, il peut devenir assez rapidement un catalyseur des échanges. Sur les sujets de QVT, suite au Covid, il y a évidemment eu des échanges entre nous et les entreprises entre elles, et on voit bien que la proximité physique, elle entraîne au moins les mêmes problématiques et donc une envie de les résoudre ensemble. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé le plus récemment. Dans un second temps, on a envie de promouvoir cette QVT parce que on a tous ces gens qui sont là et qui ont envie de travailler ensemble. On fait face évidemment à des problèmes de management qui ne peuvent pas exister que ici, mais qui sont de partout. Mais ici, il y a c'est un certain catalyseur. Avec toutes ces tours et ces personnes qui travaillent dedans, on a vraiment une large palette de problématiques qu'on essaye de régler, notamment en faisant venir des entreprises, donc que ce soit des entreprises de conseil ou bien des startups. Par exemple, à Paris La Défense, on a ouvert un incubateur de startups qui est ouvert d'abord aux startups de la Smart City, ensuite aux startups du Future of Work. L'ambition, et alors il y a des startups comme Commit que vous verrez tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on est aussi content de vous accueillir ici aujourd'hui. L'ambition, c'est vraiment de permettre à ces entreprises d'être ouverts sur les grandes boîtes du CAC qui essayent de se réinventer chaque jour, qui ont des grands sujets de DRH. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est aider les acteurs à échanger sur ces sujets de QVT, à pouvoir avancer ensemble, et on essaye de créer des synergies aussi entre les grands groupes en les mettant en contact entre eux tout au long de l'année sur des questionnements qu'ils pourraient avoir. Donc ça, c'est vraiment la vision plutôt territoriale qu'on a. Évidemment, l'attractivité du territoire, elle est liée à cette façon de vivre le territoire, parce que la QVT, c'est pas seulement une fois qu'on est dans l'entreprise, c'est aussi quand on en sort. Et pendant longtemps, on s'est dit, venir à La Défense, c'est venir dans un quartier où on ne fait que travailler. Et aujourd'hui, on veut que ça change. Et la transformation du quartier d'affaires, on pense que c'est un enjeu majeur de QVT. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit bien dans son quartier, il vit forcément mieux dans son travail. Donc ça, c'est les grandes ambitions qu'on porte d'un point de vue du territoire, et on en porte aussi d'un point de vue de l'établissement. Et je vais laisser Céline vous la présenter. Yes. Merci Florian, bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir effectivement cet événement aujourd'hui dans les locaux de Paris La Défense. Un événement centré sur une thématique QVT au cœur de la semaine de la QVT. Ça fait particulièrement sens dans nos locaux, en effet, puisque la QVT a été ancrée assez tôt finalement dans le projet d'établissement de Paris La Défense, avant même la création de l'établissement, puisque c'était un des enjeux majeurs au moment de la conception, de la réflexion de l'aménagement des plateaux.
avant que l'établissement existe. Il y avait EPADESA et De facto d'un côté, comme Florian vous a dit. Et en effet, l'idée, l'enjeu, c'était d'avoir des locaux qui puissent être un outil facilitateur et accélérateur du rapprochement des équipes dans une période de changement et de transformation assez forte pour les différents collaborateurs des établissements. Du coup, la QVT, elle a vraiment été placée au cœur du sujet dès le départ, avec des choix d'aménagement de locaux vraiment au service de cette qualité de vie, donc des postures de travail qui maximisent le confort de tout le monde dans chaque situation de la journée, des espaces de convivialité pour favoriser la transversalité, les échanges, mais aussi des espaces où on travaille de façon plus agile, avec aussi une inspiration en termes de décoration et d'architecture du territoire, puisque un élément fort chez tous les collaborateurs de l'établissement, c'est finalement ce sentiment d'appartenance et de fierté d'œuvrer pour le quartier et au service du quartier de la Défense. Voilà, donc on voit bien que avant même la création de l'établissement, il y a 2 ans et demi maintenant, il y avait cet enjeu d'échange, de lien social, de convivialité. Donc aujourd'hui, c'est une conférence autour du lien social. Et donc avant d'en venir là, effectivement, je voulais juste dire 2 mots sur la QVT à Paris La Défense parce que c'est un vrai sujet qui est au cœur des préoccupations de la direction de l'expérience collaborateur à chaque instant. Ça se traduit donc, comme je disais, dans les aménagements, les espaces de travail, mais ça se traduit aussi autour de l'organisation, avec une organisation apprenante, du matériel et des outils qui sont là pour faciliter le quotidien de chacun dans tous les moments de travail ou des moments de convivialité, et puis une attention portée à chacun au niveau individuel pour que effectivement chacun soit toujours bien dans son travail. Le volet relationnel, j'en termine avec celui-là parce que ça fait un bon enchaînement ensuite avec la thématique d'aujourd'hui. On a toujours eu à cœur aussi de valoriser finalement les collaborateurs, de créer du lien, faciliter les échanges à la fois finalement dans les aménagements, mais aussi bien sûr dans les animations ou les initiatives qu'on met en place. Donc avant cette période de confinement et cette période de transformation qu'on vient de vivre, on avait des initiatives d'ailleurs dont mon comité est particulièrement friand, des tournois de baby-foot, de Mario Kart, potager d'entreprise, des moments familiaux pour faire découvrir les locaux aux enfants, des Agora Live pour valoriser les talents et les initiatives des différents collaborateurs. Voilà, bref, tout un tas d'initiatives finalement qui contribuent et qui concourent au bien-être de chaque collaborateur à chaque instant de vie à Paris La Défense. Alors, cette année, pour la semaine de la QVT, on a évidemment re-questionné un peu la programmation. On avait fait vraiment un beau programme l'année dernière, première semaine de la QVT qu'on mettait en place. On avait vraiment souhaité mettre l'accent sur le bien-être individuel. Cette année, bon, la période de confinement nous a amené évidemment à re-questionner et revisiter la programmation. Donc on a favorisé des animations cette année qui mixent distanciel et présentiel, mais qui sont toujours finalement centrées sur le bien-être du collaborateur, qui en avait quand même particulièrement besoin au sortir de 2 mois de confinement, d'isolement pour certains. Donc le retour au bureau, nous on l'a organisé, je dirais, de façon très attentive pour que chacun puisse retrouver ses marques facilement et en toute sécurité en revenant au bureau. Ça a été vraiment un des gros travaux de la période de confinement pour la direction expérience collaborateur. Et puis, je terminerai là-dessus, puisque c'est le cœur de votre conférence aujourd'hui. Effectivement, le lien social, ça a été au cœur des préoccupations quotidiennes de Paris La Défense pendant les 2 mois de confinement, puisque finalement, même si les outils, les modes de fonctionnement des différentes équipes et des managers ont permis à tous de pouvoir bien travailler ensemble à distance, voilà, on a quand même perdu évidemment le lien de proximité, la machine à café, les échanges informels dans les couloirs. Et c'est vrai que parfois une perte un petit peu du ressenti de l'émotion et de la situation émotionnelle des collaborateurs. Du coup, on a vraiment fait en sorte pendant ces 2 mois de continuer à être présent, de continuer à être attentif différemment. Le grand enseignement de cette période finalement, c'est que on s'est aperçu, paradoxalement, je pense que tout le monde l'a constaté, c'est que on était loin, mais finalement on était plus proche, on avait plus
plus d'empathie et d'attention portée au bien-être de ces équipes. Voilà, donc on a renforcé le management de proximité à ces fins-là. On a du coup mis en place des initiatives de partage de bonnes pratiques en termes de posture ou même de soutien scolaire. Enfin voilà, ce genre de choses qui ont permis de garder le contact et de continuer vraiment à s'intéresser à l'autre et à ce que l'autre ressent, puisqu'effectivement tout le monde ne vivait pas en plus le confinement de la même façon selon les conditions matérielles. Voilà, ça nous a amené aussi à repenser nos façons d'animer le collectif. C'est ça qui est intéressant aussi. Finalement, c'est qu'aujourd'hui, on est presque tous revenus, pas tous en même temps, mais voilà, globalement, on sent bien que ça repart et à partir de la semaine prochaine, on va vraiment être là beaucoup plus régulièrement. Mais finalement, on re-questionne notre façon d'animer et de communiquer avec les équipes parce qu'on fait régulièrement maintenant finalement des événements qui sont en présence et à distance. Donc, alors à terme, peut-être à moyen terme, il y aura même des re-questionnements sur la façon d'organiser notre travail ici. Bon, ça, c'est pas moi qui en décide, mais en tout cas, je pense que c'est une période qui a été quand même assez riche d'enseignements pour nous et la QVT est restée évidemment au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai pas été trop longue. Super, merci à vous. On va passer au suivant et puis en fin de live, on passera aux questions-réponses sur l'ensemble pour tous les intervenants. Merci. J'invite Arnaud. Je me permets juste de retirer la chaise pour un petit peu d'espace. J'ai besoin d'espace. Voilà. C'est du vrai live. À toi l'honneur. Alors merci à toi Samuel, merci à Théanie, merci à Paris La Défense, merci à tout le monde, merci aux centaines de gens qui nous écoutent. Merci. C'est rare de faire une conférence comme ça, moitié virtuelle, moitié physique, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes dans la salle. Merci beaucoup. Alors merci de me donner cette occasion, cette opportunité de parler du lien social. Je pense que c'est le cœur de ce que je fais, le cœur de ce qui m'anime depuis 20 ans, un peu dans tous les pays, comme tu sais. Et quand je vous écoutais, là, juste avant, je me dis, tiens, la France a vraiment changé. Il y a 20 ans, j'avais une petite émission télé là-dessus, sur tout ce qui était bonheur, qualité de vie. J'ai essayé aussi d'écrire des bouquins, j'en avais écrit 5 à l'époque. Refusé, tout le monde me dit, ça sera jamais un truc français. Ça sera jamais ce truc de bureau dont tu parles. Donc, j'avais entendu parler de ce genre de coworking space, mais c'est impossible, Arnaud. Truc d'intelligence émotionnelle, c'est impossible. C'est réservé aux intellectuels, aux sociologues, aux philosophes. Alors moi, je suis rien de tout ça. Moi, je suis un praticien, je suis un mec de terrain, c'est ce que j'aime. Aller, que ce soit en one-to-one, ou avec 30 personnes, ou avec 100 personnes, mais essayer de déceler le bien, la lumière, la beauté de chacun, et faire en sorte que les gens se parlent. Autrement dit, le lien social. Donc, dans toutes circonstances, de toute façon, le lien social, on sait, c'est ce qui importe, c'est ce qui soude une famille, c'est ce qui soude une équipe, c'est ce qui soude un pays, et encore plus en temps de crise. Et là, je crois que c'est peut-être, tu as touché le mot, le lien social, comment on pourrait le favoriser, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc je vais essayer de parler de 2-3 petits types, 2-3 petites touches de ce que j'ai vu au cours des 20 dernières années, même si je suis coach actif à temps plein juste depuis 6 ans, mais ça fait 20 ans que ça me passionne. Je vais commencer par une histoire. Ce matin, j'habite maintenant en province, j'ai amené mon petit garçon à l'école, j'ai pris le train, et il a fallu que je m'occupe pendant 4-5 heures de mon père qui est très très malade. Et ça, c'est le lien social. Donc là, je suis un peu la génération sandwich, j'ai un tout petit enfant et un père âgé qui est très très malade. Et ça, c'est normal. Vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Je suis tellement passionné par aider mon petit enfant ou par aider mon père que j'en ai parlé à des psys. Et je me dis, comment t'appelles ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait résonance? Qu'est-ce qui fait que je suis obligé depuis 2 ans pratiquement de bosser à juste temps partiel pour m'occuper d'eux. Et on m'a dit, ça s'appelle, il y a un mot en termes psychologiques qui est la dette émotionnelle. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, le lien social, on a une dette sociale, qu'on le veuille ou non. Déjà, on est français, on a cette beauté depuis 1945 d'avoir au moins des structures sociales. On va parler, est-ce qu'on a les liens sociaux ou pas? Mais on a cette structure sociale incroyable, telle que la Sécu, l'école gratuite, l'hôpital gratuit. Je vous rappelle une chose pour ceux qui l'ont oublié, quand même aux États-Unis où j'ai vécu 17 ans, quand tu as un pépin et tu n'as pas trop d'assurance, c'est 200 000 à 400 000 $ quand tu as un gros pépin.
Donc tu vas être endetté pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. On ne sent pas à quel point il y a des choses. Donc non seulement, mais quand je dis ça, c'est pas tout. Non seulement le lien social, pour moi, c'est d'être reconnaissant pour ce que fait le pays, mais aussi donner. Et il faut que ça soit dans les deux sens. Et pas non plus que les gens du management ou l'élite utilisent ça. Et là, depuis 3 mois, ce qu'on me demande de faire dans le bien-être du travail, c'était surtout de parler de réinvention, de résilience. Et je l'ai fait dans différents cadres. J'ai accompagné un groupe industriel à parler aux managers qui étaient en véritable crise existentielle. Et ce que je me suis rendu compte, et ce que je me suis rendu compte avec d'autres coachs un peu partout sur la planète, on en est arrivé au même constat. Aujourd'hui, il y a 50% de managers qui absolument ne démontrent aucune compassion et 50% qui en démontrent. 50%, c'est quand même assez incroyable. Donc on a besoin d'une qualité de vie. C'est ce superbe aménagement d'espace dont vous parlez, qui est très important, qui est la base. Et puis après, cette intelligence émotionnelle dont vous parlez et plein d'autres choses. Ça, cette émotion, cette compassion, cette prise de risque, je viens de finir d'accompagner une vingtaine de jeunes femmes sur leur prochaine réinvention. Et tout avait peur de ce qu'en dira-t-on, que vont penser les gens, est-ce que ma qualité de vie sera là et toujours. Il faut prendre des risques. Chaque fois qu'il y a un changement, en chaque réinvention, il faut prendre des risques. Et on va se trouver, une fois qu'on saute de l'avion, parachute ou pas, il faut sauter à un moment donné. Et aujourd'hui, il faut sauter. Les gens ne changent pas d'une manière générale, ils ne changent qu'en cas de nécessité. La crise était nécessité. Donc pour moi, quelque part, il faut prendre l'aspect bénéfique de tout ce que ça nous apporte aujourd'hui. 90%, il faut garder ça en tête, 90% d'entre nous ont besoin d'émotions. C'est-à-dire ont besoin de liens sociaux, ont besoin de ce tissu social, ont besoin de cette force vive lorsqu'on fait quelque chose avec quelqu'un. On a besoin d'énergie positive. Alors effectivement, il y a 5-10%, et parfois c'est les gens importants de la boîte qui comprennent absolument pas tout ce qui est qualité de vie. Ceux-là, on les met de côté. 90% besoin de juste de créer ce lien de valeur, même avant le lien social. Je voudrais aller dans le détail dans 8 choses qui, pour moi, reflètent ce que c'est que le lien social et qui vont nous permettre, j'espère, parce que certains qui ne travaillent pas aujourd'hui sur la qualité sociale, je peux vous dire, ils vont se réveiller avec la gueule de bois d'ici 1 an à peu près. On a chance en France d'avoir ces structures sociales qui permettent qu'on a des aides et qui permettent que on a de quoi bouffer à la fin du mois, etc. Sauf que en contrepartie, il y en a qui, parce qu'ils ont ce petit parachute, ne se réinventent pas maintenant, se posent pas des questions maintenant, ne font pas en sorte de développer leur compassion, leur intelligence émotionnelle par rapport aux autres. Alors qu'il faut le faire dès maintenant, et pas attendre 1 an, une fois que plein de trucs auront pété, que ce soit en France ou ailleurs. Et même cette vision, pour moi, encore une fois, c'est un moment magnifique. Les moments de réinvention, de crise, c'est là où on peut se donner. C'est là où tout a son sens finalement. Je commencerai par la résilience. Je vois beaucoup de choses qui s'écrivent en France sur la résilience. 1, c'est pas du tout intellectuel. 2, c'est pas du tout philosophique. La résilience, c'est dans les tripes. Le meilleur exemple, c'est le capitaine Stockdale au Vietnam. Simplement parce que c'est un exemple qui était assez connu à New York et j'ai entendu maintes fois qui, moi, en tout cas, me parle. Pour lui, il dit 2 choses. C'est 1, c'est pas confondre le fait que la résilience, c'est 1, d'avoir cette vision positive du futur. À un moment, ça va aller mieux. C'est pas qu'on va revenir en arrière. On va pas revenir quand c'était qu'à la belle époque. Non, mais à un moment, on va être dans des circonstances qui nous plaisent. Ça, c'est une chose. Et ça, il faut trouver la manière de développer cette motivation, cette inspiration intérieure. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour pour se donner le courage d'aller au front, de faire en sorte si nos parents sont malades du Covid ou je ne sais trop quoi, ou je ne sais trop quoi. Comment on peut mêler de front ces deux choses qui pourraient paraître paradoxales au niveau psychologique. La plus belle image, bien sûr, que quelqu'un de résilient, c'est un boxeur. Un boxeur devient bon parce qu'il sait se prendre des coups. Il continue et continue. Et là, on a tous vécu la même chose. La belle chose qui se passe dans cette crise de dingue, tout le monde, à un moment donné, on passe par des crises existentielles, ou physiques, ou monétaires, ou je ne sais trop quoi. Mais là, on est tous passés par la même crise. Donc c'est incroyable, on peut tous bénéficier de cette commonalité de valeurs. On peut tous communiquer avec un, on a tout, et tout le monde a vécu des choses dures. Même ceux qui, et j'en connais, pour lesquels c'était la situation très très facile au niveau physique, monétaire, financier, etc., ils l'ont ressenti, même inconsciemment. Donc il faut avoir ça en tête quand on retourne au boulot. Il faut avoir de la compassion, de la résilience. De l'émotion, je l'ai dit. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est facile. Je vois des bouquins qui s'écrivent « En veux-tu, en fais-tu, intellectuel ». Non, non. L'intelligence émotionnelle, je veux vous le dire, c'est très facile. C'est de comprendre, de savoir comment
comment tout est régi à l'intérieur, de se comprendre au niveau des émotions, de se comprendre au niveau des énergies, et puis de comprendre les autres qu'on rencontre chaque jour. Qu'est-ce qu'ils vivent au niveau des émotions? Qu'est-ce qu'ils vivent au niveau des énergies? Et puis, enfin, bien sûr, l'intérêt de l'intelligence émotionnelle, c'est de développer une capacité d'empathie pour ceux qui ne l'ont pas encore, de rentrer en résonance avec ce qu'ils disent, de rentrer en résonance avec leur cœur, de ne pas parler à eux, mais de parler à travers eux. Donc ça paraît simple, j'essaie de vulgariser tout ce que j'ai compris, j'ai ressenti, j'ai expérimenté, etc. Mais c'est des choses importantes qu'il faut, et on va tous devoir les mettre en pratique. Pour moi, c'est ça, c'est une des parties de la qualité de vie. Enfin, le storytelling, Samuel sait que c'est ma passion, j'ai monté des événements un peu partout là-dessus. Et là, aujourd'hui, je ne connais pas de personne qui puisse se réinventer, puisque c'était le thème également, qui puisse se réinventer, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de l'équipe, sans à un moment donné se poser, s'isoler et se demander qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Quels ont été les points importants dans ma vie, les virages, les virgules, les points d'interrogation, les prises de conscience qui ont fait que je suis là aujourd'hui, que je vous parle et que j'ai voilà, ce parcours de vie. Tout à chacun, à un moment donné, il faut se le parler. Pourquoi? Parce que c'est cette fameuse vulnérabilité dont on parle, d'enlever son masque, d'être vrai, creuser à l'intérieur et de voir encore une fois qu'est-ce qui fait résonance entre moi et l'autre personne qui est en face de moi et qui ne comprend peut-être pas tout ce que je suis ou je ne comprends pas tout ce qu'elle est. Enfin, la joie, bien sûr. Autant j'aime parler de ces choses en profondeur, autant on en parlait, tu en parlais juste un petit peu avant, ces aménagements d'espace, ces moments de joie, ou ces babysitters, ou ces baby-foot, etc., sont aussi importants. Sont aussi importants que d'autres. La joie est fondamentale. Je vois encore des sociétés, des présidents de boîtes, ou même présidentes de boîtes, qui ne comprennent pas ça. Non, non. Arnaud, tu sais que la valeur première de ma boîte, c'est l'excellence. Non, non, il ne faut pas juste se marrer. Et là, je leur dis non. Je ne peux pas leur foutre de claque, bien sûr, mais je leur dis non. La joie est importante. Et je fais en sorte de faire garder les bouts en train dans les entreprises. Et ça n'importe où dans le monde. Il y a toujours une partie des dirigeants qui ne comprennent pas que pour la qualité de vie, il faut des gens qui puissent juste remettre de l'humour, remettre de l'amour, remettre des baby-foot et des choses comme ça. C'est aussi important que le reste, que la profondeur. Enfin, la raison d'être. On a tous entendu parler de raison d'être, donc je ne veux pas vous faire deux plombes là-dessus. Simplement, en gros, c'est quoi? C'est cet alignement de valeurs entre ce que tu es toi, ce que la société vit, ce que la boîte dans laquelle vit. Et si jamais tu pouvais un peu mixer tout ça, cocktailiser ça, et trouver cette mission, cette espèce de guide intérieur qui fait que tu vas te raccrocher à quelque chose qui est supérieur de toi, c'est ça qui est important pour moi, la raison d'être. Il faut tous se poser, s'il vous plaît, si vous ne posez pas la question maintenant de la raison d'être, dans cette époque de dingue, vous n'allez jamais vous la poser. Donc on vit dans une époque géniale au niveau de notre trajectoire de vie, d'essayer de comprendre pourquoi on vit. Il faut se donner le temps d'être, le temps de vivre, le temps de réfléchir et le temps d'aller plus loin peut-être. La réinvention, tu as dit, c'est un des thèmes. Plein de choses ont été dites, mais pour moi, je vais vous laisser juste un truc sur la réinvention. C'est alors déjà, et moi, je me compte là-dedans. Une partie de ma vie, j'ai dû me réinventer parce que j'avais pas d'autre choix. Il n'y a plus rien financièrement ou plus rien moralement. Ça, il fallait que je me réinvente. Et puis d'autres fois, il fallait que je me réinvente parce que j'étais bored, parce que j'en pouvais plus. Il fallait du changement, etc. La réinvention, c'est de remettre de la vitalité, c'est de remettre du changement. C'est d'acquérir ce nouveau muscle qui vous permet de découvrir des belles choses à l'intérieur de vous que vous ne saviez pas qui étaient là. Et puis enfin, ces deux choses supra-importantes, et je vais finir là-dessus, la diversité. On voit avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors je sais qu'en France, on est un peu loin des Chief Diversity Officers, et je sais qu'en France, le mot communauté fait peur, mais moi, le communauté, c'est très beau au sens américain du terme. Au sens anglo-saxon, c'est vers des foyers d'ondes positifs. En France, on dirait plus des cercles. Quels sont tes cercles qui te donnent de la beauté, de la vie, etc. Et je pense que notre truc, lorsque notre job en tant que coach est de ramener un peu plus d'humanité dans l'entreprise, c'est de ramener cette diversité. Et non seulement cette diversité de couleurs, cette diversité de tout, socio-culturel, socio-économique, mais aussi ce qu'on appelle aux États-Unis la diversity of thought. Donc les gens qui pensent diamétralement opposés de vous, il faut les amener maintenant. Moi finalement, j'ai du boulot dans ce domaine depuis 2 ans et demi en France. Je revenais de plus en plus aux États-Unis. Grâce à ça, enfin, j'ai des boîtes qui m'accueillent et disent « Ah mais finalement, on n'en voit plus juste du BCG, du Boston Consulting Group ou du Accenture, etc. avec leur PDF et leur PowerPoint. On veut des gens qui ont vu autre chose. On veut des gens qui ont vu ailleurs, qui ont peut-être fait du volontariat, qui ont roulé leur boss, qui sont pris des cicatrices, qui osent montrer leurs cicatrices. » J'étais dans un club d'affaires récemment dans une ville de province
et club d'affaires important, et il y avait un mépris total pour ses émotions. Mais Arnaud, on ne dirige pas avec les émotions, voyons. Mais voyons quoi? Mais de quoi vous me parlez? Ils ont 45 ans, il y avait une vingtaine d'hommes, et 25, 20 ne comprenaient pas qu'il fallait travailler les émotions. Je ne sais pas si vous imaginez. Je vois un clivage dans les gens qui vont utiliser toute cette bonne humeur, cette bonne chose, cette profondeur, et ceux qui vont toujours pas comprendre. Mais grâce à l'Apitech, j'espère que ça va changer, toutes ces startups qui font des apps de dingue. Et puis enfin, pour finir là-dessus, bien sûr, c'est la formation. Alors, un des moyens de comprendre, s'ouvrir l'esprit, de voir ailleurs, de sentir les gens, c'est d'aller dans d'autres pays, de faire du volontariat, d'aller dans des milieux qui ne sont pas les vôtres. Et puis aussi, bien sûr, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, vous avez un petit peu peur, je peux comprendre, vous allez en ligne, il y a tous les cours que vous voulez, que ce soit sur Mindvalley, sur Coursera ou je ne sais trop quoi. Vous prenez un cours, 3-4 heures, s'il y a quelqu'un qui est inspirant, qui a compris son truc, peut vous donner cette petite valeur ajoutée qui fait que une grosse partie de la boîte va comprendre. Parce qu'en fait, ce dont je parle, c'est que du bon sens. Chaque fois je fais un atelier, un coaching, une conférence, il y a toujours des gens à la fin qui me disent « En fait, c'est exactement ce que je pense. Mais c'est ce que je dis. » Mais bien sûr, c'est ce que tu penses. C'est ce que pense la majorité des gens, sauf qu'ils n'osent pas le dire. Et on est dans un monde où, enfin, je crois, il y a une explosion de valeur, une explosion de joie, une explosion de profondeur. J'espère, non? Oui? Non? Je vois que oui? Plus ou moins, 70%. Ok, je prends 70%. Merci à vous. Je voudrais finir sur le fait que je suis très content que tu m'aies invité, Samuel, et que je ne suis pas sûr comment je voulais finir ma conclusion, mais en tout cas, je suis très content. Vive la semaine de la qualité de vie au travail, et puis j'ai hâte de découvrir les autres speakers. Merci. Merci Arnaud. C'est dur de passer après Arnaud. C'est dur de passer après Arnaud. Quel tribun. Donc je vais intervenir à mon tour. Je vais essayer de ne pas faire de la redite et de compléter. Donc moi, je devais vous parler du lien social comme vecteur de performance, premier vecteur de performance des entreprises. Alors le lien social, premier vecteur de performance des entreprises, c'est pas simple comme sujet. C'est pas simple parce que ça parle d'entreprise, de performance, et ça dit en substitut que ce qui est la première chose pour réussir à le faire, c'est le lien social. Et en fait, avant de commencer et de vouloir expliciter un petit peu ce que je voulais dire là-dessus, en plus c'est la première fois que je fais cette conférence, donc il faut être indulgent. Déjà, je passe derrière Arnaud, en plus c'est la première. Je voulais rappeler d'abord ce qu'est une entreprise historiquement. Une entreprise, historiquement, c'est quand même l'association, c'est une association à but lucratif. C'est plusieurs personnes qui vont se lier ensemble dans le but de produire de la valeur. On peut discuter de ce qu'est de la valeur, hein, quand une entreprise se constitue, n'empêche qu'à l'origine, elles sont censées produire de la valeur. Et c'est ça l'origine. Donc, ce qui crée, ce qui fonde, ce qui lie le lancement de l'entreprise, c'est déjà le lien social. Et on l'oublie souvent. Et cette entreprise, une fois qu'il y a cette association d'entrepreneurs, va produire à travers une chaîne de valeur, alors qu'elle peut être plus ou moins physique, hein, cette chaîne de production, et elle va rencontrer son marché. Mais ce qui en débute, c'est quand même ce lien. Et il faut revenir. Et quand on en parle de performance en entreprise, eh ben on a tendance à le prendre à l'envers. On va d'abord parler de la performance par rapport au marché, des ventes, du commercial, de qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, quand tout va bien, on va peut-être parler de performance sociale sur la chaîne de valeur. Alors, sociale, et je dirais même sociétale, puisque de plus en plus, dans l'image de l'entreprise, on a ce que l'entreprise va pouvoir produire et quelle est sa performance sociale, ses process, mais aussi quel est son impact dans le monde. Aujourd'hui, les discours d'entreprise, quel que soit le secteur, va vous dire, non seulement je produis, mais en plus, je change le monde ou j'améliore le monde. En tout cas, il y a cette vocation sociale et sociétale, de plus en plus. Et maintenant, on commence à peine à parler de performance humaine. De performance, en quoi le social, le lien, l'humain participe à cette performance. Ça a été les fameuses ressources humaines. C'est l'idée de dire quelle est la place de l'humain. Et donc, quand on commence à se poser cette question, et il est presque un peu tard de se la poser que maintenant, et on se la pose malheureusement à la fin, après l'économique, après le social, après le sociétal, eh bien, quand on commence à se poser cette question, là vient l'idée du lien social. On se dit, justement, puisqu'on est dans l'humain, quelle est sa place, comment il se lie? Et traditionnellement, l'entreprise, elle va d'abord répondre un peu de la même manière que sur l'économique ou sur le sociétal. Elle va dire, l'humain, il est dans mes locaux, donc je vais travailler les locaux. Ça a été la première réponse traditionnelle, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas mauvais de dire j'ai besoin d'un cadre de travail qui soit à la hauteur des ressources et des talents humains que j'ai.
mais c'est un peu limitatif. Il suffit pas d'être dans des super locaux. C'est important d'avoir des bons locaux, mais je prends souvent cet exemple, hein, les multinationales américaines, dont vous reconnaîtrez le nom, elles se sont fondées dans des garages. On ne peut pas dire que ce soit les locaux les plus appropriés possibles. Donc, ce qui est plus important encore que le local, c'est ce fameux lien social. Et ce lien social, c'est quoi, in fine? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Qu'est-ce qu'on attend? Une entreprise, elle va attendre des bénéfices derrière ce lien social. Et qu'est-ce qu'on entend derrière? Ben, on entend en général 3 choses. On entend le fait que si on est lié, on reste. Donc, on parle rétention. On parle turnover. On dit, bah, le lien social, c'est la capacité de garder mon équipe et de garder notamment les talents de mon équipe. Parce que quand on n'est pas un talent, en général, on ne cherche pas à le garder. Mais dans leur discours, ils vont chercher à garder les talents, ceux qui apportent de la valeur. Toujours cette fameuse valeur. Et puis, une fois qu'on les a gardés, on veut les attirer. Donc, le deuxième axe sur lequel, derrière les entreprises, derrière lequel elles mettent le lien social, c'est d'attirer les talents. C'est ce qu'elles attendent. D'aller les chercher, de les faire venir. Et puis, la troisième chose, c'est d'être productif sur les projets. Ce qu'ils vont chercher à travers le lien social, c'est de la collaboration. C'est la capacité à travailler ensemble. C'est casser les silos. C'est éviter d'être tout seul dans mon coin. Donc, c'est l'isolement, pas l'isolement au sens humain, mais l'isolement au sens productivité. C'est ce qu'elles vont chercher. Et donc, dans notre monde à minima avant le Covid, bah, comment est-ce qu'ils vont chercher à le mettre en œuvre? Comment est-ce qu'on cherche à le mettre en œuvre? Alors, c'est très intéressant parce que si vous regardez sur Internet, sur la presse, le lien social, ça s'est enrichi d'un coup. J'ai fait un petit exercice hier soir. C'est que j'ai regardé le nombre d'articles qui apparaissent sur Google quand on tape lien social et performance entre 2014 et 2020, et puis depuis 2020. Eh ben, il y a autant d'articles. Depuis 2020, il y a autant d'articles qui sont sortis que ces 6 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience, tout du moins, il y a eu quelque chose. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de lire ces articles qui disent, mais alors comment faire du lien social? Alors, j'en ai pris un, parce qu'il m'a frappé. Je vous liste ce qui sort. Prendre le temps de saluer. Être à l'écoute. Organiser des événements fédérateurs hors de l'entreprise et en interne. Prévoir des activités culturelles et sociales. Et instaurer des sessions de méditation ou de sophrologie ou de sport. C'est très limitatif. C'est symptomatique. C'est symptomatique de le lien social, comment il est traité aujourd'hui dans les entreprises. Dans les entreprises, avant le Covid, du moins, avant cette prise de conscience, c'était un nice to have. C'était quelque chose, c'est bien de regarder comment le lien social se fait. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit piloter de manière sérieuse, industrielle, managériale, pour piloter la performance de l'entreprise. Avant cette prise de conscience, le lien social, c'était quelque chose qu'on faisait un peu on top, soit via les RH, soit via la communication, quelque chose qu'on faisait, et pas de mauvaise foi. Parce que, effectivement, quand on est tous là, quand on se voit, quand on est dans les locaux agréables, on peut plus ou moins créer des dynamiques, on peut insuffler ou surveiller, mais on peut en tout cas essayer de créer quelque chose. Et puis, il y a eu le Covid. Et le Covid nous a fait prendre conscience qu'en fait, si on est chez soi, et qu'on est isolé. Si on casse ce lien qui existait plus ou moins, qu'on pilotait plus ou moins, qu'on traitait plus ou moins, si on le casse, eh bien les gens ne produisent plus. Le Covid, ça a été rude professionnellement. Le télétravail, malgré tous les bienfaits qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est rude. Certaines personnes se sont rendues compte, à tort ou à raison, que leur job servait à rien. On les sollicitait pas, ils n'étaient pas indispensables à l'entreprise, ils pouvaient rester chez eux, c'était pas grave. C'est pas anodin. C'est pas anodin psychologiquement. Encore une fois, à tort ou à raison. C'est le sentiment qui a pu être créé. Et donc, piloter le lien social, le comprendre, être sûr qu'il existe, être sûr qu'il est maintenu, être sûr qu'il est de qualité, c'est devenu indispensable. Parce qu'on a bien vu, on a expérimenté que quand il n'était pas là, c'est toute la performance économique qui s'en ressentait. Donc, avant, on faisait soit des choses très simples, comme j'ai cité, soit on faisait des choses quand même plus structurées, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux d'entreprise, c'était un peu l'investissement type pour faire du lien social. Alors après, ça ne marchait pas 8 fois sur 10. Et pour avoir été chez un grand éditeur américain qui a été un peu leader du marché là-dessus, je l'ai bien vu. Pourquoi? Ce n'est pas la faute du produit. C'est qu'un réseau social, par nature, par définition, par essence, j'ai envie de dire, c'est réactif. C'est réactif. Ça réagit à quelque chose. Si vous n'y mettez rien,
si vous n'avez pas des gens un peu motivés, un peu moteurs, qui vous mettent de l'information, qui mettent des choses dessus, donc si vous ne l'animez pas et que l'effort d'animation important n'est pas fait, ça se meurt de lui-même. Donc soit vous avez une très grosse communauté d'entreprises et dedans vous avez forcément des gens un peu plus dynamiques qui vont animer naturellement. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux publics qui ont des telles masses d'utilisateurs que ça crée la dynamique. Hein, regardez un utilisateur Facebook, si vous avez 10 amis, votre Facebook il n'est pas très animé. Si vous en avez 3000, vous ne savez plus quoi lire. C'est la masse qui anime, c'est la première option. Ou alors vous investissez dans des gens qui sont payés pour le faire. Vous n'avez pas 50 options. Donc les réseaux sociaux, les locaux, on en a parlé. Et puis il y avait deux choses qui ont émergé aussi un peu classiques avant le Covid. C'était les after-work. Allez, ces petits moments un peu plus ou moins imposés, plus ou moins informels, mais pour essayer de créer du lien. Ça méconnaît totalement la nécessité que peuvent avoir certaines personnes, ou l'appétence que peuvent avoir certaines personnes à y aller ou pas. C'était devenu un petit peu, surtout dans certaines entreprises, dans certains secteurs, l'apanage du lien social. Et puis, il y avait les team building. Alors, je dis un mot sur les team building. Moi, j'adore parler des team building. Déjà, j'adore les team building. Les team building, ça a une force qu'on peut pas leur retirer, qu'il faut reconnaître, c'est que ça ramène toute l'entreprise dans une espèce de grande messe et que la direction va pouvoir partager une vision et va pouvoir la faire redescendre et la partager avec l'ensemble des collaborateurs. Et ça a énormément de valeur. On peut pas le retirer. Mais il faut regarder aussi le team building comme lien, comme vecteur de lien social. Et là, il y a le Harvard Business Review d'il y a 1 an maintenant, mars 2019 de mémoire, qui nous disait que 3 semaines après le team building, toute la valeur en termes de lien social avait disparu. Pourquoi? Parce que le team building, c'est pas fait pour faire du lien social à proprement parler. C'est très aléatoire. Déjà, on vous emmène faire une activité que vous l'aimiez ou pas. On va tous aller faire de l'escalade, vous aimez ou pas l'escalade, c'est pareil. Et puis, on va vous dire, c'est le moment de s'amuser et de faire copain-copain avec le voisin. Soit vous avez de la chance et vous avez des super affinités, soit vous avez des personnalités totalement différentes et vous ne pouvez pas réellement créer ce lien social. Donc le lien qui est créé, a fortiori, s'il se crée, est très éphémère. Donc comment faire après le Covid? Maintenant qu'on s'est dit tout ça, maintenant qu'on l'a vu, qu'on l'a expérimenté, qu'on l'a pris de plein fouet et qu'on a compris qu'il était indispensable à ce point à la bonne santé de l'entreprise, qu'on est revenu à ses fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est de dire le lien, c'est ce qui a créé l'entreprise. Eh bien, il faut réfléchir. Déjà, il faut prendre conscience d'une chose. Le lien social, il est sur 2 dimensions. Vous avez le cercle proche, l'équipe, le collaborateur du quotidien, le manager. Vous avez le cercle plus éloigné, le sentiment d'appartenance dans une entreprise plus grande ou dans un cercle plus grand. Donc, il y a déjà 2 cercles de lien social à piloter. Qui en avait conscience déjà? Qui avait déjà conscience de cette simple évidence? Et ça ne se pilote pas de la même manière. Et donc, après le Covid, il faut commencer à se structurer. Il faut commencer à le piloter. Il faut commencer à le faire, à l'industrialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer qu'on a mis en place toutes les actions récurrentes si nécessaire, qu'on les a mesurées pour s'assurer, s'il n'est pas créé, que le lien existe, et s'il existe, qu'il est maintenu, et pas seulement maintenu, mais maintenu à un niveau suffisant pour que les collaborateurs, l'humain, se sentent suffisamment épanouis pour pouvoir être totalement productifs au sens économique de l'entreprise. Et ça change tout, ça change complètement la façon de faire. C'est pas simplement saluer, c'est aussi expérimenter. Vous expérimentez vos lieux de vie, vérifiez. Si vous avez un restaurant collectif et que vous vous rendez compte que les 2 tiers des collaborateurs n'y vont pas, donc c'est pas un lieu forcément très propice au maintien du lien social. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous avez des lieux pour se rencontrer, pour se tenir de manière informelle ou non? Comment structurer, quels moyens vous donner? Que ce soit en one-to-one, comme tu disais, c'est-à-dire qu'en petit groupe, que ce soit de moi pouvoir exprimer ce que je souhaite partager avec ma communauté, puisque moi, j'aime la communauté au sens de l'entreprise, de le multi-entreprise sur un même lieu, bref, cette communauté qui vit ensemble et qui est belle au sens anglo-saxon, Arnaud. Et donc, dans cette communauté, qu'est-ce que je souhaite partager? Comment je le propose? Comment je le mets en avant? Comment je communique? Et puis, il y a aussi cette dynamique qu'on peut apporter avec l'aide, effectivement, de toutes ces prestations externes. Et là, je tends une perche à nos amis de BI qui vont parler juste après, mais toutes ces prestataires externes qui peuvent venir animer, qui apportent une expertise, une expérience, une passion,
un savoir-faire et qui vont, par leur simple présence, permettre de créer ce lien. Moi, j'ai rencontré, alors Guy, vous ne faites pas encore, mais peut-être bientôt, mais la médiation animale, par exemple, j'ai entendu parler de ça, je trouve ça génial. Vous venez avec un animal dans l'entreprise, ça peut être un chien, ça peut être un poney, mais vous venez, et tout de suite, vous avez des gens qui vont arriver, ça va être l'occasion de parler, de créer du lien. Ce qui revient, et je conclurai là-dessus, c'est que pour se lancer, il faut bien comprendre que le lien social, malgré le confinement, malgré le Covid, c'est quelque chose qui se crée en physique, souvent. Il se crée en physique, et je le dis souvent, faites l'expérience. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, et que vous lui reparlez après l'avoir rencontré, l'intonation de votre voix change, parce que quelque chose se crée. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est activité à distance ne fonctionne pas, c'est complémentaire. Ça permet de maintenir un lien, ça permet de ne pas le perdre, ça permet de le garder dans le temps. Mais le créer et le maintenir, le faire perdurer vraiment, ça doit se faire aussi par des moments de collaboration, de lien, de partage physique. Et ça, que ce soit dans le monde de l'entreprise, parce que l'entreprise est une association d'entrepreneurs, ou dans votre vie quotidienne, que ce soit dans des associations de quartier, que ce soit dans votre vie de quartier, que ce soit dans votre vie plus personnelle, ben moi j'ai cette conviction que c'est nécessaire. Et Commit a cette vocation d'utiliser la technologie, d'utiliser l'intelligence artificielle, de s'en servir comme prétexte pour vous impulser l'occasion, optimiser parce que c'est le meilleur moment, le meilleur endroit, les meilleures personnes possibles à un moment T qu'on essaye de créer, donc de créer l'occasion d'avoir ce contact physique, de créer ce lien, de le maintenir, de le faire perdurer. Et donc, je crois beaucoup en ce message qu'on porte depuis des années et qui, je pense, après la période difficile qu'on a connue, qui est en train de se terminer et que j'espère ne se reproduira pas, va permettre de prendre conscience et de démultiplier ces occasions pour tous. Voilà. J'en ai terminé. Juste avant de terminer, je rappelle que vous pourrez poser toutes vos questions en live à tous nos intervenants après. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui pour nous parler. Et je cède la parole à Alban. Merci. Alors, bonjour à tous. Déjà, je remercie pas trop Arnaud et Samuel qui sont restés debout, qui m'obligent du coup à rester debout. Alors, c'est comme ça, mais je vais faire, hein, sinon ce sera pas raccord. Je vais me permettre de juste me présenter un tout petit peu. Moi, je m'appelle Alban, je suis ostéopathe de formation et je suis le cofondateur de BI Bien-être en entreprise. On est une agence QVT qui est experte bien-être santé, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises vraiment à construire, organiser et animer toute leur politique QVT. Et au nom de BI, je remercie Commit, Samuel et Mélanie notamment, de nous avoir invités aujourd'hui, ce qui démontre bien la volonté qui est actée de travailler ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la QVT, ça n'a rien d'étonnant, mais de la tête aux pieds. Voilà. Donc, pour commencer, il faut déjà parler de la QVT. Qu'est-ce que c'est que la QVT ? C'est clairement un cycle qui est ultra utilisé, qui est à la mode, qui est franchement galvaudé, que je trouve en plus pas très joli, moi, QVT. Je trouve que c'est pas des lettres qui sont très belles. Et pourtant, quand on prend les mots qualité, vie, travail, c'est des très jolis termes pour le coup. La qualité, tout le monde la connaît, hein, c'est l'opposé du défaut. Donc c'est tout ce qu'il y a de mieux en fait en nous, de mieux en les choses. La vie, c'est vraiment c'est l'opposé de la mort pour le coup. Mais même au sens philosophique, c'est aussi le fait de vivre sa vie et le fait de vouloir de croquer à pleines dents la vie, comme on dit. Et le travail, c'est peut-être le seul qui au départ a un sens un peu péjoratif. Alors l'origine du mot travail, c'est un petit peu, on n'est pas tous d'accord avec ça, mais ça serait à l'origine le terme tripalium qui serait un engin de torture. Enfin, je vous le dis, en tout cas, on n'est pas sûr de ça, mais très souvent le travail, ça fait appel à des choses qui sont dures, qui sont difficiles, donc celle du travail, c'est celle où on accouche. Je le ferai jamais de ma vie, mais je sais que c'est quand même pas évident. Et pourtant, ce qui est bien en plus avec ces trois mots, c'est que on peut changer la combinaison un peu dans tous les sens, et ça fait toujours quelque chose de bien. Le travail, c'est la vie. La qualité du travail, le travail de qualité, la qualité de vie. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, QVT, bon, c'est pas très joli, mais par contre, le sens profond de la QVT, ça, c'est joli, la qualité de vie au travail. Alors, comment faire? C'est un peu ce que vous m'avez demandé chez Commit, comment mettre en place. Ça aussi, c'est pas une question à laquelle je peux répondre en 20 minutes.
Et un peu de la même manière, quand on tape sur Internet QVT, les premières choses qui apparaissent, c'est management, 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 management. Voilà. Comme si, en fait, le problème venait du management, quoi. Et uniquement du management. C'est pas si simple que ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà de commencer à s'imposer ou à s'autoriser la QVT pour soi. C'est vraiment la première chose. Et même avant de parler de lien social, on va parler de lien pour soi. Il y a différents aspects pour arriver à ça, mais je trouve que c'est vraiment le plus important. C'est vraiment de se dire, en fait, la seule personne qui a une influence sur moi, c'est moi. La seule qui a une responsabilité sur moi, c'est moi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Arnaud. Quand nous, on est bien soi-même, c'est là où on est résilient, c'est là où on peut tracer son chemin, on peut tracer sa route, et puis il y a les événements extérieurs qui arrivent, non pas qu'on soit un robot et qu'on soit insensible, mais voilà, ça nous traverse avec des émotions plus ou moins fortes. En tout cas, ça vient pas nous pomper. Voilà, ça, pas trop en tout cas. Et je me dis que si on arrive déjà à s'autoriser sa propre QVT, et ben c'est là, après, on pourra la mettre en place dans l'entreprise. Donc, c'est la première chose que je vous propose, un peu, c'est de se mettre sa propre QVT à soi. Alors encore, comment faire? C'est très difficile. Il y a un triptyque que j'aime bien, et je pense que là, c'est ma déformation professionnelle de professionnel de santé. C'est le triptyque diagnostic, traitement, suivi. Et alors, si je fais comme ça, c'est pour représenter un cercle, parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Le diagnostic, c'est essayer de mieux se connaître, d'essayer de mieux savoir qui je suis, de quoi j'ai besoin, où je veux aller, et c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Et puis après, suite à ça, on va essayer d'ajuster le traitement, essayer de voir, par exemple, dans le cadre de travail, comment moi je suis capable de bien travailler, comment je vais être le plus efficace, ou comment je vais être capable de couper avec le monde du travail. Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est la peinture? C'est une façon de bien se connaître. Et puis après, c'est le suivi, c'est-à-dire se reprendre, sans arrêt se rediagnostiquer, réajuster le traitement, et faire ça toujours dans une globalité et dans une vision même assez holistique en fait de tout ça et de soi-même. Alors comment faire ça aussi? J'essaie de poursuivre un petit peu. Il y a pour moi deux dominantes qui sont intéressantes. C'est à la fois sur l'aspect physique et sur l'aspect un peu plus mental, un peu plus intellectuel. Sur l'aspect physique, déjà, c'est de se dire, quand je vais arriver au travail, je vais me mettre en jambe, ou même quand je vais me réveiller le matin, je vais me mettre en jambe, parce que le corps, il a besoin de bouger. Le corps, il est pas fait pour rester 8 heures devant un ordinateur. Donc, je vais m'échauffer, je vais me bouger. Et quel que soit le travail que je fais, je vais me mettre en action. Ça va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque et respiratoire. Ça va permettre de réchauffer un peu le corps et du coup d'avoir une meilleure performance des muscles et des tendons et de moins les user. Ça va permettre d'augmenter la coordination motrice, d'augmenter la vigilance, l'attention, donc de se réveiller aussi mentalement. Et puis ça va permettre en plus d'augmenter dans les articulations la production de synovique, un liquide qui est très glissant et qui protège les articulations. Donc on va retarder l'arthrose en faisant tout ça. Donc n'hésitez pas, faites-le. Là c'est le moment, on est encore un peu confiné, c'est le moment du télétravail, voilà. Faire des mouvements comme tu fais Arnaud, exactement, très simple, hein. Des mouvements de cou, des mouvements de tête, des mouvements d'épaule, des mouvements de tronc. Faites-le le matin, faites-le en arrivant au travail, faites-le après la pause déjeuner, faites-le quand vous avez tapé un rapport un peu long, mettez-vous en action. Parce qu'on est aussi un corps, et ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas qu'une tête, on est aussi un corps, et le corps, il a besoin, voilà, c'est pas qu'un outil de travail, ça fait partie de nous. Et la deuxième chose, alors, encore une fois, je donne des exemples, c'est très difficile de vraiment donner des recettes toutes faites et des recettes miracles, c'est pas du tout l'idée. Et comme chacun doit s'auto-diagnostiquer, je peux pas faire comme ça une représentation pour tout le monde. Mais il y a après, pour faire un peu le lien entre le corps et l'esprit, c'est une manière d'avoir une bonne posture, une bonne gestuelle quand on est assis au bureau. Et un petit truc que je peux vous donner, c'est les ballons, vous savez, les ballons de gym sur lesquels on s'assoit. Et pourquoi pas essayer d'en acheter dans un groupe de 3, 4, 5. Comme ça, vous le prêtez, vous restez un quart d'heure, 20 minutes dessus. Savoir une action, c'est que ça va permettre de redresser naturellement le dos et de travailler la musculature et les connexions neuromusculaires. C'est-à-dire que vous allez rendre votre muscle intelligent, et ce qui fait que quand vous allez après vous remettre sur le siège, naturellement vous allez prendre une bonne position. Donc c'est des choses, voilà, des petites choses qui peuvent être bien, qui permettent, non merci, qui permettent de vraiment se sentir mieux quand on est à son travail, se sentir plus performant, et du coup, voilà, on sera dans une meilleure qualité de vie au travail. Je vais vous dire un truc, moi tous ceux que je vois arriver au cabinet, qui ont mal au cou ou qui ont mal au dos, ils sont pas dans une bonne qualité de vie. Donc, se préserver au niveau du corps, c'est important. Puis après, il y a d'autres choses aussi, pour un peu muscler son cerveau, c'est d'essayer de gagner en capacité de concentration, d'attention. On peut entraîner son cerveau, on peut le muscler, vraiment, même si c'est pas un muscle. Il y a des exercices pour ça. Moi, par exemple, je sais que j'ai un temps de concentration qui est à peu près d'une demi-heure.
Voilà. Au-delà d'une demi-heure, bah, faut que je sois au pied, faut que je bouge, faut que je regarde ailleurs, et après je peux me reconcentrer. Si vous me laissez 1 heure sur une tâche, il va y avoir une demi-heure d'efficace et une demi-heure de rien du tout. Donc il vaut mieux que je fasse 2 fois une demi-heure plutôt qu'1 heure, parce que sur 1 heure, il y a la moitié qui est perdue. Donc là, je fais ça parce que moi, j'ai travaillé sur moi et que je me connais un petit peu par rapport à ça. Et après, bah, c'est des objectifs qu'il faut un peu se donner. Donc les objectifs qu'il faut se donner, c'est de se dire, bah, aujourd'hui je suis à une demi-heure, la semaine prochaine je serai à 35 minutes, et voilà. Puis après, c'est de faire des exercices qui sont vraiment de l'ordre de la mentalisation, en regardant un objet, et puis essayer de se le mentaliser en fermant les yeux, ou alors c'est écouter une musique et puis la baisser le plus possible pour vraiment stimuler par des plus petits stimuli justement un peu tous les sens. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à bien se connaître, et donc à bien ajuster ce qu'il nous faut, et à toujours revenir à ça. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on est dans un meilleur état. Alors après, comment faire passer de soi-même au monde de l'entreprise? C'est là où c'est pas évident, mais c'est en tout cas beaucoup plus simple si on l'a déjà fait à soi-même pour pouvoir le faire en entreprise. Et là, les managers, les directeurs, tous les empathiques, les 90% comme tu dis, effectivement, c'est plus simple. Donc après, comment passer ça au monde de l'entreprise? Bah, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est la même chose. Diagnostic, traitement, suivi. On est tous capables d'observer son collègue, on est tous capables de savoir, de voir que bah là, il est blême, est-ce qu'il est malade, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas. Et on est tous capables aussi d'avoir une vision un peu globale de l'entreprise, pour son N-1 comme pour son N+1. Et on est tous capables, en fait, par ce lien social, justement, de voir un peu où on en est. Et ce qui peut être intéressant de faire aussi, il y a l'ANACT, qui est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui a déterminé 6 piliers qui étaient importants pour la qualité de vie au travail. Le premier, c'est les relations sociales et professionnelles. Donc là, effectivement, il y a des outils comme Commit qui sont très bien pour créer ça, justement, pour faire un tournoi de baby, pour faire du team building, pour se rencontrer sur un cours de yoga, par exemple. Mais justement, c'est une des grosses composantes très importantes, c'est le lien social. La deuxième chose, c'est le contenu du travail. Là, c'est donner du sens dans son travail. Donc, là, c'est important qu'il y ait vraiment un travail sur le why. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ce travail? Et pourquoi l'entreprise est là-dedans? Et du coup, c'est réfléchir aux valeurs d'entreprise, parce que si les valeurs d'entreprise, elles sont claires, bah, c'est sûr que tout ce qui va aller en dessous, ce sera clair pour eux. Et ils sauront pourquoi ils se lèvent le matin, et du coup, ils seront heureux ou pas. Ceux qui ça convient pas, bah, ils quitteront, mais en tout cas, ils sauront pourquoi. La troisième chose, et là, je me prends ma petite note, c'est l'environnement physique du travail, et c'est pour ça qu'on avait les premiers intervenants qui présentaient les locaux. C'est effectivement avoir des locaux agréables, réfléchir, est-ce que open space, est-ce que pas open space, est-ce que je peux mettre des potagers de bureau, est-ce que on va essayer de fermer la porte des bureaux. Il y a tout ça à réfléchir, et là j'ai pas de solution miracle, mais en tout cas il y a à réfléchir sur quel est l'environnement de travail. La quatrième chose, c'est l'organisation du travail. Donc c'est le mode de management, la hiérarchie, et ça soulève la question du télétravail, qui, pour cette période de confinement, a été quand même, par la force des choses, utilisé, et qui a vraiment confronté, par choix, et démocratisé le télétravail, avec ses avantages, parce que ça a montré son efficacité, et ses inconvénients, parce que justement, il n'y a pas de lien social, et on se rend bien compte que, bah oui, ça fonctionne le télétravail, mais trop de télétravail, c'est pas possible. Parce que les gens, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de se sentir, ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de cette alchimie qui est entre eux. C'est obligatoire. L'organisation du travail, elle à réfléchir. Diagnostic, traitement, suivi. Et il y a ensuite la réalisation et le développement professionnel et personnel. Et effectivement, avec BI, comme disait tout à l'heure Samuel, on a plein de choses à proposer, que ce soit des cours de yoga, des séances de sophrologie. Alors, c'est pas pour faire de la sophrologie, c'est parce que quand on fait de la sophrologie, on va être capable de se donner des outils pour mieux supporter ses émotions parfois, ou pour mieux gérer son stress, ou pour tout ça. Donc, en fait, c'est une capacité à se développer personnellement. Et je pense que c'est le boulot d'une entreprise, justement, de veiller à l'épanouissement de ses collaborateurs, à la réalisation de ses collaborateurs, et donc, du coup, au développement personnel. Parce que si on se développe bien personnellement, eh ben, on sera plus créatif, on sera plus productif, on sera plus tout ça. Nous, notre doctrine chez BI, c'est un salarié heureux et un salarié qui travaille mieux. Et là, il y a tout qui est dit là-dedans. On a fait le tour à 360 degrés. Et la dernière chose, c'est la conciliation vie pro, vie perso. Là aussi, on parle de télétravail. Parce que bah, peut-être que parfois, ça vaut plus le coup sur 1 ou 2 journées par semaine de faire du télétravail, parce qu'on pourra faire des choses qu'on n'aura pas à faire le week-end, où on pourra profiter de ses enfants, profiter de son week-end. Et pareil pour certaines activités. Est-ce qu'il vaut pas mieux parfois faire sa séance d'ostéo entre midi et 2 sur son lieu de travail,
plutôt que de partir dardard à 16h ou 17h pour aller la faire parce que son ostéopathe il est loin parce qu'on habite loin, ou alors le samedi matin et du coup on profite pas de ses enfants, voilà, il y a des choses comme ça, ou même sur des sujets de conciergerie, hein, c'est des choses comme ça aussi. Voilà un peu tout ce que je vous propose. C'est assez succinct, j'en conviens, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais voilà comment j'imagine, en fait, comment chacun devrait ou doit s'approprier sa propre qualité de vie au travail pour que après ça puisse se transposer au monde de l'entreprise, pour que naturellement le lien social se crée. Et en fait, ce que je vous propose, c'est simplement de vivre avec toutes les émotions, de vivre votre vie, de vivre au travail, de vivre le travail. Et alors, vous verrez qu'en faisant ça, il y a une chose qui se passe, c'est que ne vont émerger que vos qualités. Merci à tous. Mélanie, Caroline. Caroline. Non, mais, Oui, nous on va s'asseoir parce qu'on est des ultra rebelles. C'est là? l'honneur. Ça vous va là? Hop, c'est ok. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup déjà parce que c'est quand même assez chouette, vous m'avez fait sortir de chez moi. Et donc ça prend tout son sens. Je suis sortie, je suis contente de voir des gens en vrai, autres que mes amis bien sûr. Donc merci beaucoup. Et donc, ce qu'on va faire ensemble avec Caroline, c'est vous partager un retour d'expérience dans une ou plusieurs entreprises de finalement ce qu'apporte le lien social comme levier de bien-être et d'engagement des collaborateurs. Voilà, donc moi je me présente rapidement. Je suis consultante dans un cabinet de conseil, Investors Partners. Et j'ai la chance d'avoir des missions tournées vers l'humain, en fait. Donc, je travaille dans le cadre de missions classiques de transfo d'entreprise, mais j'axe beaucoup sur l'aspect collaboratif et donc avec des états des lieux faits de manière classique et ensuite la construction de collaboration avec les clients. Donc, voilà. Et donc, moi, je suis Mélanie, je suis responsable des opérations et du produit chez Commit, mais également, du coup, de la relation avec les clients et de leur joie à utiliser Commit. C'est ça. Et donc, on a travaillé ensemble. Nous avons travaillé ensemble sur une de mes missions et donc chez un des clients de Commit. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un peu ce qui a été fait en amont, parce qu'en fait, je suis arrivée et la transformation globale avait déjà commencé. Et on s'est rendu compte que finalement, ce qui manquait, c'était pas au-delà de la technique, de l'agilité, du DevOps, il y avait tout ça qui était le knowledge management, tout ça, c'était des demandes à mettre en place. Les gens n'étaient pas fortement engagés vers cette transfo digitale. Et donc, on s'est dit, bon, alors, on arrête tout, on regarde ce qui se passe. Il y a eu un état des lieux de fait lors d'un séminaire avec des jeux de rôle, une troupe de théâtre est venue à écouter vraiment les collaborateurs. Et à la fin de ce séminaire, on a fait le constat de dire, voilà, ils ne se sentent pas écoutés, ils ne se sentent pas compris ni entendus. Donc, à partir de là, on a travaillé vraiment sur l'humain, uniquement sur l'humain presque, pour dire, voilà, comment on fait maintenant pour les ramener dans le sens de l'histoire et qu'ils soient contents d'être là et travailler vraiment sur la manière de travailler. Parce que quand on parle de DevOps, quand on parle d'agilité, on parle de méthode de travail pour être plus confort au final et pour être plus efficace. Mais si les personnes n'ont pas compris que c'était dans leur intérêt, ça ne sert à rien de leur imposer toute une doctrine qui est complètement ridicule si elle n'est pas intégrée et si on n'est pas allé avec enthousiasme vers ces méthodes-là. Donc, à partir de là, on a vraiment écouté les collaborateurs et on a mis en place des petits modules d'écoute active, de feedback au fur et à mesure, donc sans doctrine toujours, en se basant sur des prérequis. On ne travaille qu'avec des volontaires, on ne les force pas, on a mis des événements en place et à chaque fois qu'on a fait des petites choses vraiment des petits pas, on a vraiment fait la théorie et la technique des petits pas, c'est qu'un atelier, on a demandé leur ressenti, on leur a demandé ce qu'on devait corriger et on a abandonné certaines choses sans aucun problème. Et en fait, on a comme ça navigué pour pouvoir leur libérer leurs paroles. Et il se trouve que tout a été changé en fait. Même les réunions les réunions de comité de direction ont vu une interaction plus grande, c'est-à-dire qu'on a utilisé des outils comme Klaxoon, je fais un peu de pub, mais je ne les connais pas perso, hein, mais en tous les cas, c'est un outil qui fonctionne bien. Et les personnes peuvent maintenant s'exprimer beaucoup plus facilement, poser des questions toutes les semaines à leur directeur, à leur responsable d'équipe.
Et ils ont un retour également. Et donc, quand ça se passe mal, ils ont aussi un retour. Donc, il y a vraiment de la transparence qui a été mise en place. Donc, le NPS, quand il est mauvais parce qu'on a fait un événement et que les collaborateurs ont trouvé ça nul, c'est mea culpa. Pourquoi vous avez trouvé ça nul? On en prend note, on recommence pas et on avance comme ça, pas à pas. Ce qui fait que les chantiers peuvent maintenant se mettre en place plus facilement parce on a gagné la confiance. Donc, grâce au NPS, à l'écoute active, à la technique du feedback. Et on a donc mis en place également, puisque quand même on est là pour ça, et donc je reviens quand même sur le sujet, c'est que tout ce qu'on a fait, c'était dans l'écoute, dans la collaboration, dans la co-création, avec des ateliers d'intelligence collective. Et donc, ils ont pris part, en fait. Ils ont pris part à organiser les événements, ils ont pris part à créer des choses de manière différente et plus en mode top-down, tu vas travailler comme ça. Et donc, je passe la parole à Mélanie qui va intervenir maintenant. Et d'ailleurs, ça s'est illustré par une journée qui a été organisée, donc un événement qui s'est appelé Happy at Work, où l'ensemble des collaborateurs de l'entité avec laquelle nous travaillons ont été conviés à un événement où on leur a présenté une dizaine de startups de la Happy Tech, qui donc toutes concourent au bien-être au travail via l'innovation technologique. Donc, elles ont chacune pitché le service qu'elles proposaient. Et donc, l'ensemble des collaborateurs qui étaient présents ont pu voter pour leur solution préférée. Et donc, à l'issue de cette journée, 4 solutions ont été retenues qui répondaient à différentes problématiques finalement de la qualité de vie au travail et ont ensuite été déployées. Donc, ça a vraiment été fait avec eux pour répondre à leurs besoins, ce qui a permis derrière, finalement, d'avoir une bonne appropriation de ces services et donc de ces nouveaux usages qui leur étaient proposés. On a dû après un petit peu adapter avec le confinement parce que finalement tout le monde s'est retrouvé en télétravail. Mais le fait que ça a été fait avec eux et pour eux et qu'il y a eu un fort taux d'adhésion dès le départ, ça fait qu'ils ont maintenu l'utilisation de ces services pendant le temps du confinement, même si, comme j'ai dit, il a fallu s'adapter. Et puis, pour prendre l'exemple de Commit, qui donc vise à créer du lien entre collaborateurs, là, en présentiel, là, pendant le confinement, c'était un petit peu plus difficile, mais donc on a fait en sorte d'adapter le service pour pouvoir maintenir ce lien à distance pendant le temps du confinement, et ça s'est traduit par des espaces de parole à distance en visio, autour de thématiques qui étaient parfois compliquées pour les collaborateurs, comment concilier télétravail et garde d'enfants, comment garder le cap pendant le temps du confinement, comment garder le moral et comment dire, une certaine forme physique. Donc voilà, et du coup, ça a permis finalement de les aider à maintenir ce lien pendant ce temps de confinement, mais ça a aussi révélé à quel point c'était important pour eux de maintenir ce lien, parce que lors de ces espaces de parole qui ont été mis en place, on a pu aussi entendre beaucoup de souffrances autour de j'ai une journée beaucoup plus compliquée qu'avant, je passe ma vie en conf call et derrière je dois quand même vachement produire, et tout ça en ayant plus de temps off, plus de temps un peu sympa, informel avec mes collègues, et c'est pas facile à vivre, quoi. Donc du coup, en ayant ces espaces de parole et puis d'autres événements qui ont été organisés à leur demande pour maintenir le lien, ça leur a permis de mieux vivre le confinement. Et puis on a vu beaucoup de choses différentes dans les entreprises. Ça a été de ces espaces de parole à on organise une soirée pyjama en visioconf pour rigoler ensemble et un peu évacuer le stress de la journée. Ça a été je fais visiter mon jardin à mes collaborateurs. Ça a été je fais une recette de cuisine et vous pouvez la faire avec moi. Enfin voilà, finalement, tout ce qui fait un peu le sel de la vie, qu'on a besoin de partager avec ses collègues et qui là a pu être fait à distance. Ouais, je rebondis sur ce point. Effectivement, on a un vrai sujet. Alors, chez ce client qu'on a en commun, effectivement, les bureaux sont restés fermés. On a un réel sujet de manque de lien social. Et à la fois, on peut observer une double crainte, c'est que les gens ne sont pas hyper motivés pour revenir au bureau. Donc, c'est assez particulier, le truc de se dire, ça nous manque, parce que ça leur manque cruellement. C'est le truc négatif du moment, ça leur manque cruellement. Mais de là à revenir au bureau, c'est compliqué. Et donc là, on va devoir répondre à une équation. Donc on est quand même, j'y reviendrai après, mais pour les prochains pas, il va falloir réfléchir à comment, avant de dire comment on fonctionne demain, parce que tout le monde se pose cette question, mais c'est comment on revient et comment on est content de revenir au bureau.
comme parce que les entreprises ont quand même fait le choix de ne pas imposer, pour la plupart, en tous les cas celles avec lesquelles je travaille, de ne pas imposer le retour immédiat au bureau. Mais il va falloir trouver quand même une solution, parce que c'est quand même un peu comme ça que ça fonctionne, et on le sait qu'on ne peut pas fonctionner sans se voir, même si ça va changer, ça va être différent. Et donc là, je vous retrouve tous les deux, parce qu'en fait, j'ai travaillé, donc on travaille autour de... on travaille... Ok, je retrouve toutes les personnes qui ont discuté, qui vous ont parlé juste avant. Parce qu'en fait, au-delà il faut revenir bosser, et le lien social est vraiment indispensable à notre vie, c'est qu'on va travailler autour de la raison d'être, et la raison d'être individuelle pour avoir une raison d'être collective. Parce que c'est comme quand on se lève le matin, si on ne prend pas bien soin de soi, on peut difficilement prendre bien soin de ses enfants, mais c'est exactement pareil dans le principe quand on va travailler. Si on ne connaît pas notre raison d'être et ce pourquoi on est content de se lever le matin, je ne vois pas bien comment on peut réussir à y trouver son compte et une raison d'être au collectif. Donc ça va être vraiment, voilà, c'est ça, ça va être vraiment un travail à venir avec ce client sur l'ikigai. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et donc, moi, ça a été ma mission du confinement. J'ai travaillé là-dessus pour faire de l'accompagnement ikigai après en individuel et aussi en collectif, parce que mon boulot, c'est de travailler avec les entreprises. Et donc là, ça va être vraiment, je pense, un vrai levier pour pouvoir reprendre pied dans la vie professionnelle. Et dans la continuité de ce que tu dis, effectivement, ce qu'on voulait partager aussi, c'était finalement des différentes expériences qu'on a pu mener ensemble ou séparément de mise en place de démarches de développement du lien social. Ben, finalement, quels sont les facteurs clés de succès, les choses à faire, quels sont les écueils à éviter, et puis quels bénéfices on observe. Et du coup, en termes de facteurs clés de succès, donc on a un certain nombre. Le premier étant que quand l'entreprise veut développer le lien social au sein de sa structure, il faut qu'il y ait un niveau de sponsorship élevé, que ce soit porté à haut niveau et que ce soit pas simplement porté et financé, mais incarné. Parce que du coup, ça envoie un message fort sur oui, on y accorde de l'importance, oui, c'est important que vous soyez en lien et donc bien entre vous. Donc, on propose des choses, mais en plus, on l'incarne. Après, un deuxième point important aussi, c'est de le faire, évidemment, je dirais, dans une démarche collaborative, de co-construction avec les collaborateurs et pas top-down. C'est pas j'ai pensé un plan pour développer le lien, je le déroule tout seul et je vous l'impose, quoi. Non, c'est pouvoir le faire avec l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des grades, l'ensemble des métiers, pour déjà penser quelque chose qui réponde vraiment aux besoins, qui matche avec la culture de l'entreprise et qui tienne dans le temps. Par ailleurs, il faut que, comme l'évoquait Samuel tout à l'heure, ce soit piloté pour on soit dans une démarche d'amélioration continue, qu'on voit ce qui marche pas. Et pour ça, il faut pouvoir avoir de la donnée sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Alors, en interrogeant les collaborateurs sur ce qu'ils apprécient ou ce qu'ils apprécient moins de cette démarche, ce qu'ils en attendent, et puis aussi avoir, si possible, des données plus quantitatives avec des indicateurs qu'on va poser sur les services qu'on déploie et qui nous permettent d'avoir un complément d'analyse sur comment ce qu'on a déployé c'est utilisé ou pas. Un point super important aussi, c'est que dans l'idée de la co-construction, ce soit animé dans le temps par les collaborateurs. Donc, on ait co-construit ça avec l'ensemble et que ce soit porté par un certain nombre d'ambassadeurs et qu'ensuite, ces ambassadeurs puissent animer ça dans le temps parce qu'effectivement, si on propose un nouveau service pour développer le lien qui se base sur la technologie, mais qu'on propose que l'outil et que derrière, on l'anime pas d'un point de vue humain, ça va peut-être prendre au départ parce qu'il y a de la com et ça va faire un peu le buzz, mais ça va vite retomber et c'est très dommage. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit animé d'un point de vue humain dans le temps par les collaborateurs, par les ambassadeurs. Et puis enfin, il faut aussi que ça puisse être l'occasion de mettre en avant les talents des collaborateurs. On en parlait tout à l'heure, et ça peut être une super opportunité pour donner de la visibilité aux talents des collaborateurs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient personnels. Ce qu'on a pu voir chez nos clients respectifs, c'est que finalement, prenons l'exemple de Commit, un collaborateur est passionné de hip-hop
il dit ok, ben moi je veux bien donner un petit peu de mon temps sur le temps de midi pour partager ça avec mes collègues. Il le propose en commit. Un groupe se forme autour de ce cours de hip-hop. Et ben du coup, ça met super en avant le collaborateur qui délivre le cours, qui partage sa passion. Ceux qui sont venus trouvent ça super parce que c'est animé par un de leurs collègues. Et puis, ça crée de l'échange parce que c'est un moment sympa entre l'ensemble de ces personnes. Et ça amène finalement beaucoup de joie. Et ça peut être sur du personnel, le cours du hip-hop, la personne qui partage sa passion pour la photographie, comme sur du plus pro, le collaborateur qui est super pointu en intelligence artificielle et qui va faire un petit cours, un petit pitch à ses collègues là-dessus. Moi, je vais parler de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est penser que son plan est figé. Je crois que la force réside dans l'incertitude. C'est-à-dire que en fait, si ça ne marche pas, on le dit, on s'est planté, mais à culpa. Pourquoi? Et on revoit nos plans. Et il y a, à mon avis, voilà, transparence, exactement. C'est la clé de la confiance. Et sans confiance, on ne fait pas grand-chose, ou on le fait moins bien en tous les cas. Si on n'est pas ni rassuré, ni en confiance, on travaille moins bien, on donne moins de ce qu'on sait faire, enfin, en tous les cas, à mon sens, mais je pense qu'on sait partager ici. Se reposer uniquement sur la technologie, voilà, le confinement, en tous les cas, sur les secteurs d'activité avec lesquels je travaille, ça fonctionne, hein, le télétravail à 100%, ça fonctionne. Les banques ne se sont pas crachées, compagnies d'assurance non plus, on est pas mal. Mais le truc, c'est où est l'humain dans tout ça? Est-ce que vraiment sur du long terme on s'y retrouve? Là, pas si sûr. Donc on sait qu'on peut le faire, ça résiste. Le télétravail, même pour les réfractaires avant le Covid, c'est bon, ils sont convaincus, ça fonctionne. Maintenant, faut quand même aller travailler à un juste équilibre. Ne pas communiquer les points négatifs, ça c'est à ne pas faire, parce que justement, ça fait un peu, je cache des choses, je survends du rêve, donc ça marche pas non plus. Et essayer d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. D'emblée, on n'est pas obligé d'embarquer tout le monde sur des actions de collaboration. Les gens plutôt introvertis, s'ils ont envie au départ de regarder, mais laissons-les faire, ça ne pose aucun problème. On peut les embarquer d'une autre manière sans contraindre. C'est vraiment la base, c'est l'envie, et donner l'envie plutôt que d'imposer. Je pense qu'on n'est pas très très loin de la conclusion. Pour moi, les bénéfices du lien social, je pense que vous aurez compris que je suis assez convaincue, c'est au-delà de... S'il n'y a pas le lien social est pour moi un prérequis à l'épanouissement individuel et donc collectif, et in fine à l'engagement des collaborateurs. Et avec de l'engagement collaborateur, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais avec de l'engagement collaborateur, on a une meilleure efficacité. Pour moi, c'est juste évident, c'est assez simple. Et puis pour illustrer ça, je voulais partager 3 chiffres. Donc le premier, pas très sympa, qui montre qu'à l'issue du confinement, 44% des salariés présentent des signes de souffrance psychologique. Et pour 13% d'entre eux, ils sont carrément en détresse psychologique, et notamment du fait de la perte de lien social pendant cette période de confinement. Le pendant positif, deuxième chiffre, pour plus d'1 salarié sur 2, la qualité du lien social sur le lieu de travail, créé avec leur pairs, c'est le premier vecteur d'engagement et de bien-être au travail. Et puis enfin, sur l'aspect purement performance économique, une étude de Malakoff, Médéric Humanisme l'année dernière a montré que les entreprises qui étaient leaders en termes d'investissement dans le capital humain, eh bien, elles montraient jusqu'à 10 points de performance économique en plus, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité ou de valorisation boursière. Donc, en plus, au-delà de l'aspect humaniste de la chose, ça a un vrai impact sur la performance économique des entreprises. Merci. Oh, on ne peut pas laisser vide, en fait. On va inviter Cassandre à venir. Alors bonsoir, donc je suis Tatiani qui s'excuse parce qu'elle a eu un empêchement et qui ne sera pas présente ce soir. Donc du coup, je vais faire très rapide pour la Happy Tech. Donc on est
une association à but non lucratif qui existe depuis bientôt 3 ans, donc en septembre, et qui regroupe 60 startups, dont Commit et Bi qui font partie de la Pitech. Donc pour ce soir, je remercie Commit qui a organisé cette conférence et qui nous a donné l'occasion aussi de participer, ainsi que Bi et Alban qui fait aussi partie de la Pitech, puis Mélanie, Arnaud et Caroline. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je crois qu'on va passer aux questions. Donc, je vais inviter tout le monde à venir ici et on va passer aux questions. Mesdames. On va rester assis à nouveau. On est accordés là. Asseyez-vous. Ah, Ok. Des chaises pour tout le monde. Si on a passé, on partage. Hein, Ouais. on est bien sur la distanciation ou pas? Alban, c'est bon. On est là pour le lien social. Hein. Alban, c'est bien, c'est bon. Regarde, non. Ah oui, tu ne t'auras pas. Hein moi, je suis sur les conflits. En espérant qu'il y ait une conflit. Oui, normalement, oui. C'est un vrai live, donc tout est en live. Normalement, oui. Faut qu'à mettre. Ouais, on est bien quand même. Un peu ce qui t'a semblé. Allez. Alors du coup, selon vous, donc je pose des questions à tout le monde Oui. et après, quel est le plus gros challenge de la QVT aujourd'hui? Moi, je répondrais bien de sortir, enfin que ça devienne une priorité, la QVT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore trop cet aspect de dire bon, s'il me reste du budget, je mettrai en place la QVT. Alors que justement, l'investissement dans le capital humain, c'est vraiment de se dire ah ben non, en fait, la priorité c'est ça, et tout le reste va en découler. Enfin, moi, j'ai toujours une vision de dire que ce soit une entreprise, enfin, dans tous les domaines, au départ c'est l'humain, à l'arrivée c'est l'humain. Même s'il y a des capitaux, même pas sans être candide, hein, c'est quand même au départ de l'humain et à l'arrivée de l'humain. Donc que ce soit la priorité, et que ce soit pas s'il reste du budget, quoi. Je pourrais rajouter, c'est trouver ces premiers vecteurs, vous en parlez, ces premiers vecteurs de confiance dans la boîte. Si le management n'est pas encore, pas encore au fait, il a pas encore, il faut qu'il apprivoise son truc. Il faut vraiment il va apprivoiser. Donc, trouver ces premiers vecteurs de confiance, qu'ils soient dans le top management ou pas. Et l'idée va faire son chemin, de se créer ce petit club, ce petit cercle, cette petite communauté de gens qui vont faire en sorte il y en a tellement dans l'entreprise qui comptent, et à un moment, tu vas avoir quelqu'un du board, tu vas avoir quelqu'un du senior management qui, en fait, ce que j'appelle. Et c'est pas toujours ce qu'on pense. Une fois, c'était un directeur financier qui avait vraiment compris le truc, finalement. Alors que le DIRCOM, le DRH, n'était pas dans le truc, tu vois. Donc, trouver ces premières, et tu ne sais pas qui. Tu démarres avec une page blanche, c'est qui. Et petit à petit, tu crées tes vecteurs de confiance. Et ça rayonne, en fait. C'est rayonne. comme des petites graines. Ouais, Et les gens viennent regarder un peu ce qui se passe. On l'a vu parce que là, c'est tout un étage d'un immeuble, parce que c'est pas toute l'entreprise, c'est un cinquième de l'entreprise exactement, en termes de nombre de personnes. Et les gens viennent voir, sont un peu curieux de ces événements qui se passent, les gens qui se parlent, qui jouent un peu, c'est un peu joyeux tout ça. Et ça rend que Et du coup, finalement, c'est de faire le premier pas. Comme tu disais, si jamais tout le monde n'est pas convaincu, c'est au moins de faire le premier pas, parce qu'après, ça va essayer. et les petites choses. C'est contagieux, pardon, comme le Covid. Ah, moins rapide, c'est moins rapide. Si on fait ça, c'est bien rapide, justement. Non, mais blague à part, oui, effectivement. Souvent, les gens osent pas parce que les autres le font pas, quoi. Merci. Une autre petite question d'un internaute, du coup. Selon vous, dans une entreprise, quelle est la personne qui va le mieux incarner la QVT? Alors, je dirais que c'est variable d'une entreprise à l'autre, en fait. Ça peut pas être une fonction et toujours la même. Par exemple, la DRH dans toutes les entreprises. Il me semble que c'est mieux quand c'est incarné par les managers, par le management, parce qu'on montre qu'il y a encore de l'importance. Mais ça peut être n'importe qui, du moment que c'est fait avec conviction, que c'est communiqué et que ça donne envie aux autres. Je vais un peu prêcher pour ma bonne paroisse, bien sûr, mais j'étais un des pionniers de ce métier, de Chief Happiness Officer, etc. J'ai formé plus de 120, que ce soit en France ou à l'étranger. Et il y en a encore qui font quand même bouger les lignes. Et même si la dénomination change, je pense que certaines entreprises, c'est génial si c'est incarné par le management. D'autres, il faut quelqu'un parce que ils n'ont pas le temps, c'est pas la culture d'entreprise, ils sont dans l'action, ils sont dans la performance. Donc tu l'appelles le CHO ou ce que tu veux. Mais cet homme ou femme doit, souvent une femme, incarner ces valeurs
positive, et encore une fois, je réinsiste, mais et de joie et de profondeur, pour moi. Ouais, et être réellement, intimement convaincu du bien fondé de ça. Parce que prendre une casquette de CHO ou prendre en charge la QVT comme une des multiples casquettes, c'est souvent ça quand même, hein. On met une casquette de plus à quelqu'un et qu'il n'y croit pas, ben on sait que c'est voué à l'échec parce que c'est juste une enveloppe. Il n'y a rien dedans et pas de... Moi, je pense que plus qu'une profession ou une personne, ce qui serait pour moi l'idéal, ce serait une commission QVT et qui serait complètement transverse. C'est-à-dire que c'est pas le DRH, c'est pas. Il faudrait effectivement que ce soit représentatif un peu du tissu de l'entreprise. Mais je pense qu'une commission serait vraiment la mieux pour réaliser ce fameux diagnostic. Je suis un peu redondant, hein, je suis désolé. Mais je pense qu'une commission QVT serait la bonne personne entre guillemets, à mon avis, et qui est différentes personnes. Une entité, exactement. Mais ce qu'on commence à voir d'ailleurs, ce qu'on commence à voir chez nos clients, c'est qu'ils montent des groupes de travail QVT qui rassemblent différentes personnes à différents grades, différents métiers et qui ont à charge ensemble d'impulser ça. Et ça, c'est pas mal. Et effectivement, qu'ils soient composés, je vous dis, des personnes qui soient un peu représentatives du différents tissus, mais surtout très convaincus. C'est ça l'important. Parce que pour que ça amène du monde, il faut qu'on soit convaincu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Et dernière question, alors idéalement, comment vous voyez la QVT dans 5 ans? Quelle question. Je vais bien essayer de la prendre. QVT dans 5 ans. Moi, je trouve ça passionnant, parce que c'est un peu prospectif, puis on se fait quelque chose qui n'existe pas encore maintenant. On parle des data, des données, etc. On sait très bien qu'il y aura un lien entre les data et puis l'éthique. Comment utiliser ces data pour mieux faire, dans quel esprit. Donc, il y aura un truc avec les data, il y aura un truc avec les AI, avec l'IA. J'ai entendu ce job au Chief Ethical Officer ou éthique. Il y aura des trucs entre éthique et data et AI. Comment faire, parce que l'AI est bien, et là, de toute façon, on va pas reculer devant. C'est le talent, cette technologie qui est là pour nous aider, pour aller de l'avant. Mais on sait, il y a des biais, parce que souvent ont été faits par peut-être des hommes blancs de plus de 45 ans, souvent formés ingénieurs, qui n'ont pas pris en compte peut-être toute la diversité, que ce soit femmes ou aussi personnes de couleur, ou juste personnes de milieux socio-culturels, économiques différents. Donc, il y aura plein de choses à faire dans l'IA et l'éthique, en tout cas, je vois. Et puis, voilà, c'est peut-être ces comités se remplacent avec la transversalité des gens de tous les domaines, toutes les choses qui feront des choses nouvelles. Moi, pour répondre à cette question, j'ai envie de la retourner un peu différemment. C'est comment étaient, par exemple, l'éco-responsabilité dans les entreprises il y a 10 ans. Souvent, je fais un peu ce comparatif parce que pour moi, c'est un truc, il y a 10 ans, l'éco-responsabilité des entreprises, c'était un effet de mode. Et en fait, toutes les entreprises s'en sont saisies. Donc, il y a 10 ans, les entreprises qui faisaient ça étaient un précurseur. Aujourd'hui, si une entreprise ne l'est pas, elle ringarde, clairement. Et je pense que dans 5 ans, ce sera un peu ce qu'était l'éco-responsabilité il y a 10 ans. Voilà, moi, c'est vraiment un comparatif que je fais. Alors, c'est idiot ce que je dis, parce que forcément, je suis convaincu de la qualité du travail. Mais je pense que c'est pas un effet de mode. Je pense que c'est pas une vague ou un soufflet qui va retomber. Je suis d'accord. Ah non, on avait dit. Moi, je peux faire avoir. On est très habitués. Mais voilà ce que je pense, c'est que dans 5 ans, oui, ce sera développé. Et peut-être que c'est une crise. Enfin, parfois, il faut des événements dramatiques comme celui qu'on vient de vivre. Peut-être que ça va accélérer. Peut-être que ce sera 3 ans. J'espère. Et pour ma part, j'espère que dans 5 ans, on sera passé de c'était un effet de mode à c'est une priorité stratégique à on n'en parle même plus parce que ça épuisait toute l'entreprise. Comme la transformation digitale, finalement. Exactement. Ouais, moi, je suis un petit peu utopiste. Je me dis, on n'en parlera plus tellement, on l'aura tous intégré, ce sera normal. C'était 10 ans. C'est la réponse que j'aurais donnée. En tout cas, clairement, c'est la réponse que j'aurais donnée. Je voudrais tous vous remercier. On arrive au bout d'1h30 d'événements semi-physiques, semi-virtuels. C'est la première fois qu'on essaye ça, c'est-à-dire que les intervenants sont là, donc on crée le lien, on change un petit peu du webinar, on est ici physiquement présent, et puis on a tous nos auditeurs qui regardent sur tous les réseaux sociaux et qui, avec les replays, vont encore augmenter. Donc merci pour cet exercice, merci de l'avoir expérimenté avec nous, ravi de tous ceux qui nous rencontrent, et puis la prochaine fois, si tout se passe bien, on continuera à en faire, mais semi-présentiel, semi-à distance, avec cette fois un vrai public présent. Merci à tous et à bientôt. Merci.